assez rapidement, les comportements changeaient. Ils changeaient chez Liam, qui était de plus en plus investi sur sa thèse sur le théorème de Pythagore. Il était de plus en plus investi sur sa thèse du théorème de Pythagore. De plus en plus investi, Liam travaillait de plus en plus souvent, tandis que de son côté, de l'autre côté, dans la maison, pendant que Liam, lui, était au lycée, de l'autre côté, pendant ce temps-là, il ne le savait pas encore, mais les comportements abrupts de Théo devenaient de plus en plus importants. Les comportements abrupts, violents et déplacés devenaient de plus en plus importants. Un soir, Liam a retrouvé Théo totalement perdu dans l'appartement. Il était dans le couloir. On ne sait pas pourquoi encore il s'est déplacé jusque-là. On ne sait pas encore pourquoi il s'est déplacé jusque-là, mais un soir, il l'a retrouvé totalement perdu, au milieu du salon, après avoir traversé le couloir. Il était perdu. Il lui a demandé seulement 2 choses lorsque Liam l'a pris par les mains. Lorsque Liam l'a pris par les mains et a regardé son visage, Théo lui a demandé seulement 2 choses, où il était et ce qu'il faisait. Les comportements comme ceux-ci étaient souvent des indicateurs présents au changement comportemental, aux troubles de la personnalité, au TDI, ce qui veut plus probablement dire trouble dissociatif de l'identité, notamment comme étant des signaux du trouble dissociatif de l'identité, notamment comme étant des symptômes du trouble dissociatif de l'identité, de la schizophrénie, voire même de perte de conscience. Son comportement devenait de plus en plus abrupt. Il perdait conscience à des endroits dans lesquels il était déjà allé maintes et maintes fois. Il se retrouvait dans la cuisine, face à un endroit auquel il n'avait pas du tout planifié d'y aller. Un soir, je l'ai retrouvé face à un miroir. Il était en train de graver un mot. Sur le miroir, il tenait en main le couteau de cuisine, à la lame crantée. Il tenait en main le couteau de cuisine à la lame crantée. Et contre le miroir, on pouvait l'entendre crisper et grincer. On pouvait entendre la lame grincer et crisper contre le miroir. Théo était par terre. On l'entendait rugir de son rugissement de loup-garou. On pouvait l'entendre rugir. Il était par terre. Il regardait le sol. On entendait un rugissement intérieur venant de sa gorge et de ses cordes vocales. Il était pertinemment assis par terre, il rugissait et il frottait le sol. On aurait dit qu'il avait perdu conscience et tout contrôle de soi-même. Il était en train de lacérer le miroir, et sur le miroir il avait gravé un seul mot. Ricken, son propre nom de famille. Sans doute voulait-il au plus profond de lui-même, lorsque son comportement changeait, se rappeler de qui il était. Un trouble dissociatif de l'identité, un symptôme égal au trouble dissociatif de l'identité. Avait-il l'intention de se rappeler qui il était? Ne sachant pas si c'était ça, Liam a demandé plusieurs fois à Théo de lui demander s'il voulait se rappeler qui il était. Il n'a pas nécessairement répondu, ni même eu de réaction convaincante. Ils ont consulté plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, ainsi que la mère de Scott McCall. Ils ont consulté plusieurs spécialistes, pouvant décrire ou savoir si ces réactions étaient dues à un TDI, un trouble dissociatif de l'identité, ou même encore à de la schizophrénie, ou était-ce dû à de la paranoïa,
ou de la psychose partagée. Pendant longtemps, on a essayé de savoir si c'était dû à de la psychose partagée, si c'était dû à un TDI, un trouble dissociatif de l'identité, si c'était de la paranoïa, si c'était de la peur. Mais aucun médecin, aucun spécialiste n'a pu remplir un rapport concret pouvant dire ce dont Théo souffrait. On l'a retrouvé à plusieurs endroits différents, faisant des choses pas banales. Faisant des choses pas banales, on l'a retrouvé à certains endroits différents. On le retrouvait dans le couloir, il rugissait, et dans l'ombre, il était debout, les bras dans le vide. Les bras dans le vide, le regard dans le vide. Il était dans l'ombre, dans le couloir, à l'entrée. Il regardait la porte vitrée, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était rugir. Tout ce qu'il savait faire, c'était rugir, en regardant sa propre réflexion dans le noir. Et lorsque Liam vint à ses côtés, lui prendre la main ou les épaules, en lui disant de se retourner et de se calmer, la seule réponse qu'il avait, et qu'il put obtenir de Théo, la seule réponse que Liam put obtenir de Théo, lorsque son comportement commençait à changer, la seule réponse qu'il obtenait lorsqu'il se retournait vers lui, après lui avoir pris les épaules et lui avoir dit de respirer profondément et de se calmer, c'est qu'il était convaincu que quelqu'un derrière la porte, que quelqu'un derrière son reflet, derrière sa propre réflexion, il était convaincu qu'il y avait quelqu'un dans le jardin qui les regardait. Il en était convaincu, persuadé qu'il y avait quelqu'un qui les regardait. Il me disait que c'était pour ça qu'il rugissait, qu'il se retrouvait tous les soirs dans le couloir. Il disait que c'était pour ça, pour cette personne qui le regardait, qu'un jour cette personne allait peut-être rentrer. Il en était convaincu, mais Liam est sorti plusieurs fois dehors. Plusieurs fois. Il a regardé derrière les arbres pour passer inaperçu, il s'est métamorphosé en loup, mais il n'a rien vu. Ni personne, ni homme, ni réflexion dans un autre reflet, croyant que ce pouvait être lui, ni homme, ni femme, ni être surnaturel, ni bruit, ni son, seulement la forêt et le doux murmure des feuilles, ainsi que le vent dans les arbres, dans les branches qui crispaient les unes contre les autres. Seulement l'extérieur, le froid et le vent, la pluie et les feuilles qui jonchaient les parois des murs contre la maison. Théo devenait de plus en plus violent la nuit. On se demandait souvent si ce genre de choses n'était pas un présage d'être surnaturel. Liam s'est demandé pendant tellement longtemps si ce n'était pas un présage d'être surnaturel, car cela faisait depuis longtemps qu'il n'avait plus croisé d'être surnaturel. Il pensait en être débarrassé, mais seulement Liam avait la certitude que ce pouvait être un être surnaturel qui avait toutes ses raisons de revenir les voir, de revenir les hanter. Ce pouvait être un être surnaturel qui avait toutes ses raisons de revenir les voir, de revenir les hanter, de revenir auprès d'eux pour pouvoir combattre une nouvelle fois. Théo commençait à changer. La nuit, lorsque Théo était endormi, on put remarquer que non seulement son comportement changeait, non seulement sa manière de respirer le soir changeait, non seulement sa position dans le lit, non seulement sa manière de respirer changeait, son comportement avec Liam, mais tout changeait. Lorsqu'il partait prendre une douche avant de dormir, il pouvait y rester des heures et des heures sous l'eau, sans même sortir, sans même dire un mot. Liam était même persuadé qu'il s'asseyait dans la douche par terre, contre le mur, et qu'il attendait. Il attendait juste que l'eau coule. Il attendait des heures pour se retrouver seul. Il voyait ça comme de la psychose ou simplement comme un recueil sur soi, mais pour faire passer l'information, pour que Liam soit sûr qu'il soit toujours lui-même, il voyait ça comme un recueil de soi-même, comme le fait
que Théo veuille se recueillir seul après avoir combattu des êtres surnaturels. Mais ce n'était pas cela, il y avait quelque chose qui était en train de grandir en lui. Il y avait quelque chose qui était en train de grandir en lui, il ne savait pas encore quoi, mais lorsqu'il prenait des douches, aussi longues qu'ils puissent paraître, ce n'était pas pour se retrouver, c'était parce que quelque chose grandissait en lui. Une force, un être, quelque chose de démoniaque peut-être, mais quelque chose grandissait en lui. Lorsque ça a empiré, on a commencé à comprendre que des êtres surnaturels en étaient peut-être la cause. Le soir, lorsque Théo allait se coucher, qu'il était auprès de Liam, il a commencé à avoir, après quelques jours, après 3 jours précisément, il a commencé à avoir le syndrome de jambe hyperactive nocturne. Le syndrome de la jambe hyperactive nocturne est un syndrome qui apparaît au niveau de notre bassin, qui fait en sorte que nos jambes aient une sorte d'hyperactivité durant toute la nuit. Sa jambe ne cessait de bouger. Elle ne cessait de bouger, son corps un peu avec, mais lorsque les choses se sont aggravées, ce n'est plus sa jambe qui bougeait uniquement, ni même la moitié de son bassin. Cela a commencé à partir vers quelque chose de plus fort, comme des convulsions. On a vu que les convulsions ont commencé à se transformer en contorsions. Lorsqu'il commençait à se contorsionner, on le retrouvait à des endroits simples et efficaces, qui pouvaient se retrouver immédiatement dans le noir. Dans un fait immédiat, il s'était retrouvé dans un endroit simple et efficace, dans le noir, dans l'obscurité, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il cherchait des choses qu'il avait inventées ou qui n'existaient pas, des choses qu'il n'avait jamais utilisées, mais qu'il trouvait par terre. Il cherchait des choses qu'il trouvait par terre, qu'il pouvait inventer ou qu'il pouvait réellement voir. C'était perturbant de savoir que quelqu'un qu'on aime est pertinemment en train de perdre la raison. Cette personne qu'on aime, qu'on soupçonne d'avoir été atteint d'un TDI, d'un trouble dissociatif de l'identité, c'est perturbant de savoir que cette personne qu'on aime est peut-être atteinte de ça, ou est simplement plongée dans la démence, la paranoïa et la psychose. Qu'importe les faits, Liam avait dit qu'il se battra jusqu'au bout pour savoir ce qui se passe réellement chez Théo. Il se battrait jusqu'au bout pour savoir ce qui se passerait chez Théo. Lorsqu'il a commencé à se contorsionner, ça a commencé à devenir de pire en pire. On le retrouvait dehors, sous la pluie, en train de creuser des trous à main nue, dans la terre, essayant de chercher et hurlant à la mort qu'il avait perdu un objet qui lui était précieux, qui lui était d'une valeur inestimable, qu'il l'avait perdu dans la terre et qu'il ne le retrouvait plus. On pouvait l'entendre rugir à travers ses cordes vocales. On pouvait l'entendre rugir à travers les cordes vocales qui rugissaient à l'intérieur, qui faisaient un grognement de loup. On pouvait l'entendre rugir, on pouvait entendre ses cordes vocales qui résonnaient à l'intérieur de sa gorge. On entendait ses cordes vocales qui rugissaient, qui résonnaient à l'intérieur de sa gorge. Sa gorge qui faisait comme un écho, comme s'il y avait plusieurs loups tout autour de nous qui étaient en train de rugir, qui étaient prêts à nous attaquer. Comme si, entourés de plusieurs loups, de toute une meute, on se sentait menacé et qu'ils étaient prêts à attaquer. Lorsqu'il rugissait, Théo, et qu'il était dehors, cherchant ce qui avait de la valeur à ses yeux, qui existait ou qui n'existait peut-être pas, lorsqu'il rugissait, c'était ça. On se sentait comme encerclé par une meute de loups qui se sentaient menacés et qui étaient prêts à nous attaquer. Il y avait des rugissements qui venaient autant de loin que de près, autant de l'intérieur que de l'extérieur. On se sentait menacé, on avait l'impression qu'on n'était pas le bienvenu. Lorsque Théo rugissait, c'est ça qu'on ressentait. Une impression d'être l'intrus dans cet endroit que tu connais si bien, l'impression d'être la proie
alors que depuis si longtemps tu es le prédateur. Il faut toujours se rappeler que lorsqu'on est avec des loups, lorsqu'on est sur le territoire d'une autre meute, il faut toujours se rappeler que même étant un propre loup-garou, lorsque tu es sur le territoire d'une autre meute, tu n'es plus le prédateur, mais tu es la proie. Il faut toujours se rappeler de ça. Et lorsque Théo rugissait et cherchait cette chose de valeur inestimable à ses yeux dehors dans le froid, creusant des trous dans la terre, s'acharnant sur la terre, et parlant une langue qui lui était inconnue, à chaque fois qu'il rugissait, c'était la même pensée qui nous revenait. Il faut savoir qu'au milieu d'une meute inconnue, on n'est plus le prédateur, mais on est la proie. C'est cette même pensée qui revenait à chaque fois qu'il rugissait. Encore et encore, on avait toujours la même pensée. On ne se sentait plus en sécurité avec lui. Un soir, je me souviens, il dormait à côté de moi, il était sur le dos, sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche, et moi j'étais sur le flanc droit. On était l'un en face de l'autre. On s'était regardé. Je l'ai embrassé, et au moment d'avoir retiré mes lèvres, Théo a ouvert les yeux. J'ai pu voir que ses yeux étaient entièrement noirs. Il avait la pupille dilatée à 11%, ce qui était pratiquement impossible, car déjà, une pupille dilatée à 11%, ce n'est plus signe de psychose, de démence ou de paranoïa. Une pupille dilatée à 11%, c'est signe tout simplement de possession démoniaque. Et lorsque tu commences à parler une langue inconnue, que tu as la pupille dilatée à 11%, que tu as les yeux noirs et que tu sens que tu es menacé, lorsque tu sens que tu es menacé et que tu as la pupille dilatée à 11%, que tu parles une autre langue dont tu ne connais même pas les paroles, même pas les mots, même pas les ponctuations, ni même les textes, tu sais que cette personne est partie. Tu sais que la personne que tu connais est partie. Seulement, lorsque tu sais que la personne est partie à cause de ces simples indices, le fait de parler une autre langue, de présager des choses qui ne se sont pas encore passées, de présager des faits qui n'ont pas encore eu lieu, de savoir parler une autre langue, d'avoir les yeux noirs, de te retrouver dans des endroits dans lesquels tu ne serais jamais allé auparavant, de t'acharner sur des choses qui n'existent pas, de te plonger dans la démence, dans la paranoïa, la peur et l'angoisse. À ces moments-là, tu sais que les choses sont soit peine perdue, et que soit la personne que tu es sur le point d'essayer de soigner, cette personne que tu es sur le point d'essayer de soigner par tes propres moyens, lorsque tu commences à voir ces symptômes-là, les yeux noirs, les langues inconnues et les faits qui sont dits par ces personnes, les faits qu'elles n'auraient jamais pu savoir, lorsque tu commences à voir ces symptômes, connaître des faits que tu ne sais pas, dire des langues inconnues, ou encore chercher des choses qui n'existent pas, la démence, la paranoïa, la psychose, l'angoisse et la peur, lorsque tu vois ça dans les yeux de la personne que tu aimes, que tu essayes de soigner, que tu essayes tant bien que mal de te démener pour elle, tu sais que soit cette personne est un cas ou une cause perdue, ou soit que ce que tu veux faire pour lui est une cause perdue. Soit ce que tu fais pour lui est une cause perdue, soit la personne que tu te démènes à aider, soit la personne que tu te démènes à aider est une cause perdue, ou un cas impossible à refaire, impossible à défaire. Soit ce que tu essayes de faire est un cas impossible, soit la personne que tu essayes de aider, la personne pour laquelle tu te démènes, celle pour qui tu te démènes, la personne pour laquelle tu te démènes à essayer de l'aider, est une cause perdue, soit ce que tu fais ou ce que tu cherches, ce que tu essayes de trouver, les moyens que tu essayes de trouver, sont des causes perdues. Il n'y a que deux solutions. Soit la solution, c'est la personne que tu aides, soit la solution, c'est toi et tes moyens, tes principes, ta manière de réfléchir, ton fonctionnement. Tu ne peux savoir que cela lorsque la personne ne fait que régresser. Si la personne ne fait que régresser, tu sais savoir que cette personne
n'est peut-être soit malade, soit cette personne que tu aides, soit elle est malade, soit elle n'a pas envie d'être guérie. C'est comme ça dans tous les cas de figure. Tu peux te démener pour une personne que tu aimes, qui est malade physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu peux te démener pour elle. Soit elle n'a pas envie d'être guérie, soit son mal est incurable. Mais ça, tu ne le sauras qu'en faisant des recherches. Car Liam n'a jamais perdu espoir. Il s'est toujours démené pour Théo. Théo paraissait de plus en plus normal au fil des jours. Liam pensait avoir réglé le problème. Il pensait que c'était simplement de la peur, de l'angoisse refoulée. Il pensait que c'était de la peur et de l'angoisse refoulée au grand jour. Il pensait que c'était de la psychose, de la paranoïa, de l'angoisse et de la peur qui lui étaient venues, tout simplement comme ça. Il pensait avoir résolu le problème. Il pensait avoir résolu le problème, l'avoir résolu. Mais seulement, Théo était loin d'être guéri. Car un matin, Liam s'est levé, essayant de ne pas réveiller Théo, qui dormait juste à côté. Il s'est donc levé, est parti prendre une douche, et c'est seulement plus tard qu'il s'est réveillé. Théo. Il est allé au bar, dans la cuisine, et il s'y est installé, et a juste attendu. Il a attendu près du bar. Quelques instants, il a attendu. Il est resté là, debout, jusqu'à ce que Liam entre dans la pièce et lui dise « Tu vas mieux ?» Théo lui a simplement répondu « Ouais, je vais mieux, mais j'ai toujours été bien. Qu'est-ce qui pourrait pas aller ?» Liam, sur le moment, n'avait aucune réponse et lui a simplement dit « Non mais je pensais que t'étais... Mais t'avais pas... Non mais j'ai cru que t'étais... » Théo, sur le moment, en avait un peu ras-le-bol, lui disant que j'étais quoi. Vas-y, dis, que j'étais quoi. Liam lui a donc dit, tu te souviens pas? Me souvenir de quoi? Théo ne savait plus quoi dire. Théo ne savait plus quoi dire et lui a dit tout simplement, quoi? Me souvenir de quoi? De quoi je dois me souvenir? Bah, tu te rappelles plus? T'étais dans le couloir, t'étais dehors, t'as rugi sur moi, tu t'es contorsionné, t'as bien failli te mutiler, tu t'es contorsionné, t'as eu des réactions et des symptômes bizarres, tu te souviens pas de tout ça? Théo lui a simplement dit, ce que tu racontes c'est n'importe quoi. J'ai jamais eu ça. Tout ça, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Sur le moment, Liam a dû penser que Théo était dans le déni, qu'il préférait ne pas savoir. Il lui a alors dit, mais si, t'as eu des réactions bizarres, mais je t'expliquerai ça après. Assieds-toi, je t'expliquerai ça après. Théo n'avait rien envie de savoir, mais s'est quand même assis. Il s'est assis sur la chaise, ensuite il a mis ses deux bras devant, les a posés sur la table, et lui a dit en respirant profondément et en inspirant, vas-y, je t'écoute. Ils étaient l'un en face de l'autre. Il y avait Théo, qui était juste en face de Liam, qui lui expliquait tout ce qu'il avait fait. Il lui a dit, tu te souviens pas de ce que tu disais? Théo qui lui répondait, me souvenir de quoi? De quoi est-ce que je dois me souvenir? Tu te rappelles pas, t'étais cloîtré dans un endroit, t'étais contre le mur. Tu te rappelles pas avoir senti
du froid, de l'humidité à l'extérieur. T'es sorti, dehors, t'avais l'air énervé, t'avais perdu le contrôle, t'avais perdu ton sang-froid. T'étais dehors, tu grattais la terre, comme si ta vie en dépendait. Tu disais que tu cherchais quelque chose qui avait de la valeur à tes yeux. T'arrêtais pas de crier, de grogner. Même moi, je me sentais en danger à côté de toi. Tu te rappelles pas de ça? Théo le regardait, les bras appuyés sur la table, et lui a dit « C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. » Je me rappelle pas de ça, non. Non. Et si je me rappelle pas de ça, c'est que ça n'a pas dû exister. Ça n'a pas dû être vrai. Si je me rappelle pas de ça, dis-moi que t'es d'accord avec moi, là. Liam lui a dit « J'aimerais bien être d'accord avec toi. J'aimerais bien te dire que je suis d'accord. Mais si je ferais ça, je te mentirais. » Liam lui a donc expliqué « Je t'ai retrouvé à 3 heures du matin, cloîtré dans un endroit de la maison, sous la maison, dans la cave, contre un mur. T'avais tes mains contre le mur. T'avais ta tête et tes joues qui étaient cloîtrées contre le mur, qui étaient contre le mur. Ton visage était contre le mur, tes joues. T'étais en train de caresser le mur. Tu faisais semblant d'écouter à l'intérieur des briques. Tu faisais semblant d'écouter à l'intérieur des briques. Ton comportement était déplacé. Tu rugissais. Même avec toi, je me sentais pas en sécurité. J'avais l'impression d'être menacé par quelque chose d'autre que toi. Je savais même pas ce que t'avais. Je t'ai retrouvé dans la cave. Tu grattais les parois des murs. J'ai vu ton sang sur les briques. J'ai vu tes mains qui frottaient les murs. Tout en descendant, t'avais la tête sur le côté contre les briques. Tu disais « Elle est froide, elle est froide, elle est froide, ma conscience. Elle est froide. » J'avais aucune idée de pourquoi tu disais ça. J'ai essayé de te remonter, de te calmer, mais à ce moment-là, on a dû appeler Mélissa. On a dû appeler Mélissa au moment où j'ai voulu te calmer. Je t'ai pris par les bras, par les jambes. J'ai dû te maintenir au sol avec Scott, mais Scott n'était pas là. Pour te calmer, on a dû tirer une flèche sur toi. On a dû tirer une flèche d'Argent. On a eu de la chance que ça t'a pas tué. C'était Allison qui a fait ça. Moi, je t'ai maintenu au sol avec Scott. Ensuite, Mélissa t'a emmené au bloc. Tu t'es démené pour ne pas rester sur la chaise roulante. Tu t'es démené pour ne pas rester sur la civière. T'étais attaché, t'étais sanglé, mais tu t'es démené pour ne pas rester. T'as daigné vouloir rester, t'as daigné vouloir partir, mais finalement, la chose qu'il y avait en toi, finalement, a fini par se montrer. Elle a daigné se montrer. Je savais pas ce que c'était au début, je pensais simplement que t'étais tombé dans une psychose, ou encore dans de la paranoïa, mais c'était tout autre chose. Lorsqu'on t'a emmené au bloc opératoire, tu daignais te démener. Tu te démenais tellement pour pouvoir te libérer de cette civière. Tu te démenais tellement pour pouvoir te libérer de cette civière que finalement on a dû te transmettre dans un bloc opératoire plus sûr, plus sécurisé. T'en as même sorti des crocs pour pouvoir essayer de te libérer. T'as pratiquement réussi à scarifier ton nerf radial qui passait au niveau de ton poignet. Mélissa m'a exactement dit que dans 48 heures, 6 minutes et 7 jours, si tu continues à te démener comme ça sur la chaise roulante, si tu continues à te démener comme ça, autant sur la chaise roulante que sur la civière, elle m'a dit que dans 48 heures, 7 jours et quelques mois, tu serais peut-être mort parce que ton sang serait sorti par les poignets. Tu te démenais sans arrêt. Tu te secouais dans tous les sens, tu te contorsionnais, tu convulsais à certains moments. On a essayé de t'arrêter, on t'a mis dans toutes les positions
On t'a mis dans toutes les positions possibles pour te calmer. On t'a maintenu au sol avec Scott, avec Derek, avec Peter, avec tous les autres. On a daigné essayer encore et encore, mais en vain t'essayais de te débattre. On a su que dans 48 heures, 6 jours et 6 mois, tu serais peut-être mort parce que t'avais mis fin à tes jours. Du fait d'avoir essayé de te débattre, et du fait d'avoir essayé de te débattre, tu ne t'en prenais qu'à tes poignets, tout en t'en prenant aux sangles qui te sanglaient à la chaise. Les sangles qui te sanglaient à la chaise, au lit, et aussi à la civière, tu te démenais dessus. Tu daignais essayer de vouloir te relever, mais tu n'y arrivais pas, donc tu te démenais sur tes poignets. Et tout en te démenant sur tes poignets, tu as réussi à atteindre le nerf radial. On a su recoudre à temps, mais t'es passé à ça de la mort. T'es passé à ça de la mort. Pas si loin que j'en avais tellement peur. J'en avais tellement peur que Mélissa a su remarquer que mon teint était devenu pâle d'un seul coup. Lorsqu'on t'a fait passer les radios, on a dû te maintenir dans la machine. Et on a vu que ce n'était pas toi, que ce n'était pas de la démence, que ce n'était pas de la psychose, c'était pas de la paranoïa, c'était pas de la peur ni de l'angoisse, mais on a remarqué que quelque chose d'autre, quelque chose de second, de biologique et de vivant, habitait ton corps. Il a daigné montrer son visage seulement quelques heures plus tard. T'es resté longtemps dans le scanner, tellement longtemps que je suis sûr qu'encore aujourd'hui tu me mens pour me dire. Je suis sûr qu'encore aujourd'hui tu me mens pour pas que j'aie peur. Tu me dis tout simplement que tu n'entends plus les bruits de la machine, mais je suis sûr qu'au fond de toi, pour ne pas me faire peur, tu dis tout simplement que tu n'entends plus les bruits de la machine dans laquelle tu étais, mais tu les entends toujours. Tu vois encore les néons briller autour de toi, l'odeur du désinfectant dans l'hôpital. Tu sens encore la mort qui tourne autour de toi, les gens qui étaient prêts à mourir, qui étaient prêts à sortir de leur enveloppe charnelle pour rejoindre un quelconque paradis ou un quelconque enfer. Je suis sûr que tu sens encore tout ça autour de toi, mais tu me le caches pour pas me faire peur. Seulement il faut savoir une chose, c'est que j'ai pas peur. J'ai pas peur, donc t'as pas besoin de me le cacher, t'as pas besoin de me protéger. C'est moi qui t'ai trouvé enfermé dans la cave, en t'acharnant sur les murs. C'est moi qui ai vu ton sang. C'est moi qui t'ai trouvé la nuit, en t'acharnant sur la terre, cherchant quelque chose de précieux à tes yeux. Cherchant quelque chose qui a beaucoup de valeur à tes yeux, cherchant quelque chose de précieux à tes yeux, qui est inestimable, t'acharnant sur une langue que tu ne connaissais même pas, t'acharnant sur une langue que tu connaissais même pas, disant des choses dont tu ignorais l'existence, ayant dit des choses dont tu ignorais l'existence, ayant prévenu d'avènements dont tu ignorais l'existence, qui allaient peut-être se produire, c'est moi qui t'ai trouvé, à dire ces choses, à voir ces choses, à nous prévenir que ça allait arriver, et les atrocités et les peurs que tu me faisais faire, les peurs, les angoisses que tu me faisais faire, les atrocités que tu disais, les avènements dont tu nous prévenais, les événements dont tu nous prévenais, les choses qui allaient arriver et que tu disais qu'elles allaient arriver, qui ne se sont jamais produites. C'est moi qui t'ai trouvé en train de dire tout ça. Donc s'il y a une chose que tu peux réellement me dire, c'est que tu sens toujours la mort autour de toi, tu sens toujours les néons qui t'observent, tu sens toujours ce bruit à travers tes oreilles qui est en train de percuter tes tympans. Je le sais que tu le sens toujours. Alors s'il te plaît, pour une seule fois, n'aie pas peur de me dire la vérité, et dis-moi que tu sens toujours ce bruit, que tu as toujours l'impression de sentir la mort autour de toi, que tu sais que tu as quelque chose que tu ne voudrais pas être, qui est en toi. N'aie pas peur de me le dire, car c'est moi qui t'ai trouvé dans toutes ces situations. C'est moi qui t'ai trouvé dans toutes ces situations. C'est moi qui t'ai trouvé sous la douche, appuyé contre le mur, laissant couler l'eau juste devant tes yeux, le regard vide vers le bas. C'est moi qui t'ai trouvé comme ça. Dans la cave, c'est encore une fois moi qui t'y ai trouvé. Je t'ai même trouvé en haut d'une armoire, avec un bout de miroir, lacérant les briques, lacérant les murs, lacérant le plâtre blanc qu'il y avait contre les murs, gravant la peinture et gravant des noms et des lettres, des mots et des textes au mur.
C'est moi qui te retrouvais derrière les armoires, derrière les murs, gravant des mots avec tes ongles ou avec des miroirs, des éclats de miroirs, des fragments de miroirs ou encore des couteaux que tu avais trouvés dans la cuisine. C'est moi qui t'ai trouvé comme ça. La plupart du temps, tu tenais les couteaux non pas par le manche, mais par la lame. La plupart des couteaux que tu avais pris, tu les avais pris en les tenant par la lame. Tu saignais pertinemment des mains. Donc n'aie pas peur de me dire ce que tu penses réellement, ce que tu ressens réellement. C'est moi qui t'ai trouvé dans toute cette situation. C'est moi qui t'ai trouvé dans toutes ces situations. Le nombre de fois où je t'ai vu avec un couteau en main graver ton propre nom sur le mur. Le nombre de fois où je t'ai retrouvé à la cave, rempli de sang jusqu'aux mains, qui coulait jusque le long de tes bras. Le nombre des fois où je t'ai retrouvé dans la cave, grattant contre le mur, t'acharnant contre une langue dont tu ne connaissais même pas l'existence, t'acharnant sur tes propres mains, sur le mur, recouvert de ton sang le long des bras. C'est moi qui t'ai retrouvé comme ça. C'est moi qui ai vu pour la première fois tes yeux devenir noirs. C'est moi qui ai vu pour la première fois et qui ai entendu pour la première fois tes lèvres bouger sur une langue que tu ne connaissais même pas. C'est moi qui t'ai vu parler par une langue que tu ne connaissais même pas. C'est moi qui t'ai vu parler par une langue que tu connaissais même pas. C'est moi qui ai vu t'acharner sur un mur en écrivant ton nom. En t'acharnant sur un mur, je t'ai vu écrire ton nom maintes et maintes fois avec un bout de verre, un bout de miroir, un fragment de miroir et un couteau. C'est moi qui t'ai trouvé dans des situations aussi terribles que ça, donc n'aie pas peur de me dire la réalité. La réalité, moi je l'ai vue en face, La réalité, je l'ai vue en face, donc j'ai plus peur de l'entendre. Tu peux me le dire. Je t'ai trouvé dans tellement de situations spéciales, dans tellement de situations horrifiques et terrifiantes, angoissantes des situations angoissantes, apeurantes et terrifiantes. Je t'ai trouvé dans des situations, dans des, dans des, dans des dédommagements si terribles que ça, que j'ai dû te sangler. J'ai dû te sangler au lit. Tu n'imagines même pas ce que j'ai vu, tu n'imagines même pas ce que j'ai ressenti. Lorsque j'ai dû te sangler au lit, que tu es la personne que j'aime, que j'ai dû te sangler au lit, t'attacher fermement pour pas que tu ne te démènes et que tu essaies une nouvelle fois de te scarifier les veines. Tu n'imagines même pas le mal que ça m'a fait, mais je l'ai fait. C'est moi qui t'ai vu t'acharner sur une langue que tu connais même pas. J'ai fini par comprendre que tu t'acharnais sur du latin à l'envers. Plus couramment appelé la langue du diable, le latin parlé à l'envers est appelé la langue du diable. Plus couramment appelé comme ça, je t'ai vu t'acharner sur cette langue. Je t'ai vu t'acharner sur des mots que tu écrivais au mur, plus couramment ton nom de famille, Reagan, que tu écrivais au mur, avec un couteau, tout en le gravant sur les miroirs et les vitres. Je t'ai vu t'acharner sur ça. Je t'ai vu tuer des loups ou des renards. Je t'ai vu tuer des loups, des renards, t'acharner sur leurs tripes, sur leurs viscères, sur leur peau, que tu faisais ensuite sécher et que tu laissais dans ta chambre par terre sur le sol. Je t'ai vu t'acharner et rentrer le soir, tard le soir, pendant la nuit. Je t'ai vu rentrer tard le soir pendant la nuit, les yeux dans le vide, le regard ailleurs, l'impression que tu ne savais pas où tu étais, les mains couvertes de sang jusqu'à l'avant-bras. Je t'ai vu rentrer comme ça chez moi, chez nous. Je t'ai vu rentrer comme ça chez moi. Donc peu importe la situation, peu importe les faits que tu aies vécus, ce que tu ressens actuellement, tu peux me le dire. Tu n'as peut-être pas eu tout le temps un comportement normal, on ne sait peut-être toujours pas ce que tu as ou ce qui se passe dans ton métabolisme. Mais tu peux me le dire si tu ressens des choses. Je t'ai vu rentrer les mains couvertes de sang. Je t'ai vu t'acharner sur un mur. Je t'ai vu graver son nom Je t'ai vu graver son nom ou ton nom sur les murs. Tu n'as pas encore gravé le nom de la chose qui te persécute, mais je t'ai vu graver son nom, quelque part. Je me souviens plus où exactement, mais je t'ai vu graver son nom. Tout ce que je me souviens, c'est que ça devait commencer par un S. Sinon, la plupart du temps, tu ne faisais que graver ton nom. Je me suis dit que c'était pertinemment pour te souvenir que tu étais qui tu étais. Je me suis dit pertinemment que c'était pour te souvenir de qui tu étais, que tu étais Theo Reagan. Je me suis dit que c'était pour te souvenir que tu étais lui-même, que tu te souviendras tout le temps que tu es lui-même. Ça me rassurait,
Mais le soir où je t'ai vu rentrer, t'avais les mains couvertes de sang, jusqu'aux articulations, jusqu'à l'avant-bras. T'avais le regard dans le vide, je pouvais entendre grogner, à travers le profond de ta gorge, je pouvais entendre grogner, je pouvais entendre tes cordes vocales résonner, un grognement de loup. Je t'ai vu devant la porte, t'avais les yeux dans le vide, les mains couvertes de sang et les bras couverts de sang. Tu m'as simplement répondu qui je suis, qu'est-ce que je fais et où je suis. C'est les 3 choses que tu m'as dites. Ensuite, t'es rentré, tu t'es allongé sur le lit sans même retirer tes vêtements. Je me suis mis à côté de toi, j'ai essayé de te poser des questions, mais tu n'as pas répondu. Durant toute la nuit, t'es resté assis au bord du lit, les mains couvertes de sang. J'ai dû te faire rentrer dans la douche, seul. J'ai dû te laver les bras et le corps seul. T'étais couvert de sang, tu m'as dit que tu venais de tuer un renard. J'avais eu peur parce que je me suis dit que tu voulais peut-être t'en prendre à Kira, qui elle-même est le Nokitsune, le renard à 9 queues. Elle est le Nokitsune, le renard à 9 queues, alors je me suis dit que peut-être en ayant tué un renard, c'était un avertissement comme quoi ta prochaine victime était peut-être Kira. J'ai eu peur de ça, mais j'ai su que lorsque tu avais le regard dans le vide, et que tu m'as dit que tu ne savais plus où tu étais, ni ce que tu faisais, ni pourquoi tu étais comme ça. J'ai su que tu ne voulais pas t'en prendre à Kira, mais que tout simplement tu avais oublié ce que tu faisais, ce que tu étais et qui tu étais. Alors je me suis dit qu'il fallait mieux oublier tout ça. Je t'ai fait rentrer dans la douche. Je t'ai versé de l'eau sur la tête. Je t'ai lavé les bras, les jambes, le corps. Ensuite je t'ai habillé et je t'ai passé un t-shirt sur la poitrine. Je t'ai allongé sur le lit. Je t'ai dit de dormir. J'ai été dans le fauteuil pour pas te déranger la nuit. C'est le lendemain que je t'ai retrouvé sous le lit. Je t'ai retrouvé sous le lit, tu t'acharnais sur le sol. Tu me disais que tu cherchais quelque chose que tu avais perdu dans la forêt. Seulement la forêt, ce n'était pas dans la maison. Tu étais acharné et tu étais sous le lit. Tu grattais les parois que tu voyais au-dessus de toi. Je pouvais apercevoir tes yeux jaunes se refléter dans le miroir juste en face. J'ai vu tes pieds et j'ai entendu le sol grincer. Quand je me suis dit que tu étais quelque part, j'ai suivi le son de tes pieds, de ta démarche. J'ai suivi le son de tes pieds, de ta démarche, de ton rythme auquel tu marchais. J'ai entendu ton battement de cœur qui était plus ou moins fort. Je me suis dit que tu devais avoir peur ou tu étais angoissé. Et quand j'ai vu tes yeux dans le miroir, je me suis abaissé et j'ai vu que tu m'as menacé. Tu as grogné sur moi, tu m'as menacé. Je me sentais persécuté, menacé et angoissé par toi-même, par la personne que j'aime. Tu m'as menacé, t'as sorti tes griffes, t'as essayé de m'attaquer, t'as essayé de me griffer avec ta main, avec ton bras. D'un mouvement brusque, t'as essayé de me faire une lacération sur le visage. Je me suis retiré aussitôt. Je t'ai laissé sous le lit toute la nuit. T'imagines pas à quel point ça m'a fait mal de te laisser sous le lit toute une nuit, d'entendre ton grognement qui a fini par me bercer et m'endormir. Entendre ton grognement qui a fini par me bercer et m'endormir. Tous ces endroits dans lesquels je t'ai retrouvé, toutes les fois où t'as voulu m'attaquer, toutes les fois où je me sentais attaqué par la personne que j'aime. T'imagines pas à quel point ça m'a fait mal. Mais j'ai dû te laisser comme ça. J'ai dû te laisser de cette manière-là, sous le lit, dans des endroits inappropriés. J'ai dû te maintenir sur le sol, avec Scott. J'ai dû te combattre, avec Allison. J'ai dû essayer de te raisonner seul. T'imagines pas à quel point ça m'a fait mal. Mais toutes les fois où je t'ai retrouvé avec un couteau en main, essayant de graver ton propre nom, Reken, sur le nom du démon, essayant de graver ton propre nom, Reken, sur le nom du démon qui était gravé déjà au mur depuis bien longtemps. Toutes les fois où je t'ai vu faire ça, t'imagines pas à quel point ça m'a fait mal de te laisser dans cette situation. Pendant longtemps, je t'ai observé. Je t'ai observé pendant assez longtemps pour pouvoir comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je t'ai observé pendant assez longtemps pour pouvoir comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai compris en faisant mes recherches que ce quelque chose qui n'allait pas, c'était pas que tu étais perturbé, ou que tu avais peur, que tu étais angoissé, ou encore que, comme le disaient les médecins, tu avais sombré dans la schizophrénie, le trouble dissociatif de l'identité, ou encore que tu étais peut-être
perturbé par quelque chose, que tu avais des hallucinations, des cauchemars, que tu dormais plus la nuit. Tu m'as souvent dit que tu ne dormais plus la nuit et que tu faisais des cauchemars, que tu voyais des lieux que tu ne voyais pas avant, que tu ne connaissais pas. J'ai compris donc en faisant mes recherches que tu n'étais pas simplement ce que tu penses être, perturbé, angoissé et apeuré. J'ai compris que tu avais quelque chose, un être surnaturel qui te persécute, qui te pourchasse, qui te fait voir des choses, qui te fait faire des cauchemars et que c'est pour ça que tu ne dors pas. J'ai compris que la fois où je t'ai retrouvé dans la cave, c'était le symptôme de refus d'exposition à la lumière. Quand je t'ai retrouvé dans la cave, recouvert de tout ce sang, le sang qu'il y avait tout le long de ton bras, et les mains contre le mur, quand tu disais que c'était froid, que ta conscience était froide, que tu n'arrêtais pas de répéter ça. Tu répétais « ma conscience est froide, ma conscience est froide, ma conscience est froide ». T'avais les mains contre le mur, la tête appuyée contre le mur, et tu écoutais à travers les briques, comme si quelqu'un te parlait. J'ai compris que c'était le premier symptôme, le refus d'exploitation à la lumière. Sur le moment, je n'avais pas trop peur, je me suis dit que c'était normal. Tu voulais être seul un moment, que tu n'avais peut-être pas envie que les autres viennent te voir. Alors je t'ai laissé seul à la maison, et je suis parti au lycée. J'ai parlé de toi, certes, mais bon, pas beaucoup, pas autant que je devrais le faire. Après, j'ai su que lorsque je t'ai laissé à la maison pour la première fois, tu ne voulais plus revenir au lycée. Tu ne voulais plus voir les autres, tu ne voulais plus les entendre parler. Tu disais que leur voix stridente t'énervait et pouvait t'empêcher de dormir, leur te donnait même des cauchemars et des visions. Tu disais que dans tes cauchemars et tes visions, tu voyais la voix et t'entendais la voix de Lydia, celle d'Allison, celle de Scott, celle de Styles, celle de tout le monde, celle de Malia, et même la mienne. Tu disais que tu entendais leur voix et qu'elles te donnaient des cauchemars. J'ai compris que c'était le deuxième symptôme, être inapte à être exposé à un grand public. J'ai compris que tu étais inapte à être exposé à un grand public. J'ai compris que la société d'aujourd'hui t'ennuyait et te faisait faire des cauchemars, des terreurs nocturnes, et que tu avais des visions récalcitrantes. Et que c'est pour ça que tu ne dormais pas. J'ai compris aussi, après, que tu avais le symptôme nocturne d'hyperactivité de la jambe. À ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être à cause du stress, à cause de l'angoisse et à cause de la peur. Mais lorsque ça s'est transformé en convulsion nocturne des jambes, je me suis dit pourquoi simplement les jambes? Pourquoi est-ce que c'est les jambes qui sont attaquées en premier? Ensuite, c'est devenu une contorsion conditionnelle. Ensuite, c'est devenu une contorsion continuelle et j'ai compris que ce démon qu'il y avait en toi, cette chose, cet être surnaturel, ce démon qu'il y avait en toi, qui te possédait, car je t'ai soupçonné d'être possédé, je l'affirme, je t'ai soupçonné d'être possédé pendant tellement longtemps que j'en ai encore des regrets aujourd'hui. Je t'ai soupçonné d'être possédé pendant tellement longtemps que j'en ai encore des regrets aujourd'hui. Mais maintenant je sais que tu vas bien car t'es là devant moi, devant ce comptoir. T'es sur ce comptoir, t'as les bras appuyés sur la table, tu me regardes et tu m'écoutes. Je t'ai soupçonné d'être possédé, mais là je sais que tu vas bien. Je sais que c'est toi. Seulement, je ne suis pas encore si sûr que ce soit vraiment toi. Car à certains moments de la journée, j'ai remarqué que tu apparais de nulle part, que tu fais comme si c'était normal, alors que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je connais ce regard, quand tu me regardes de loin, que tu es dans un coin de la pièce, et que tu as beau avoir l'impression d'être normal, tu sais que je vais te juger même. Tu sais que je vais te juger même avant que je ne parle. À même le temps que tu arrives, tu sais que je vais te juger, que je vais te dire quelque chose à ton sujet. Et ça t'angoisse, ça te perturbe, ça te fait peur. Alors c'est pour ça que tu te mets dans un coin de la pièce, que tu apparais, et qu'à même le moment que tu sois là, tu sais que je vais dire quelque chose sur toi, et que ça te perturbe. Là, j'ai compris que c'était la prédiction d'événements inconnus, que tu savais ce qui allait se passer. Ensuite, je t'ai vu perdu dans les couloirs, dans le salon, dans la salle de bain, face au miroir, à l'extérieur, dans l'entrée. J'ai su que c'était la perte d'orientation du lieu et du temps.
Ensuite, j'ai vu que les contorsions continuelles commençaient à s'aggraver. J'ai opté pour un trouble dissociatif de l'identité. Je me suis dit que peut-être qu'un trouble dissociatif de l'identité était la réponse à tous nos problèmes, que ce démon n'était qu'un fruit de ton imagination que tu avais inventé de toutes pièces. Mais seulement ce n'était pas ça, car les prédictions d'événements à venir et d'événements inconnus sont devenus de plus en plus récalcitrants, de plus en plus présents. T'apparaissais, et tu venais, et tu partais dans des endroits dans lesquels tu n'étais jamais venu. J'ai su que c'était la prédiction d'événements inconnus qui étaient en train de s'accentuer, de devenir de plus en plus graves. Ensuite, tu m'as dit que tu faisais des cauchemars, dans lesquels tu nous voyais tous mourir, que tu entendais nos voix, que tu entendais nos hurlements, nos cris. Ça, j'ai compris que c'était le dernier stade, les visions récalcitrantes. Ce jour-là, je t'ai pris, et je t'ai attaché. Je t'ai attaché au lit. C'est par ces moments-là que je t'avais dit que ça m'avait fait très mal. Ça m'avait fait très mal de t'attacher. T'attacher au lit, ça m'avait fait très mal parce que je te voyais te débattre. Je te voyais faire en sorte de te débattre. Essayer d'arriver à tes fins. Essayer d'ouvrir tes poignets pour pouvoir passer entre les sangles. T'essayer de réduire à néant tes veines, la chair de tes os. La chair qui contournait tes os. Ta peau. Tes poignets. J'ai vu que tu les lacérais pour pouvoir rendre tes mains plus fines, plus faibles, pour pouvoir passer plus facilement au travers. Lorsque tu te débattais, j'ai compris que ce n'était pas simplement pour la raison que tu voulais te libérer. Et j'ai trouvé un article, simple, un article qui parlait d'une ancienne possession du même démon. Il n'y avait pas le nom, donc j'ai pas su trouver de quel démon tu étais. J'ai pas su trouver sous quel démon tu étais sous l'emprise, car il n'y avait pas le nom. Mais j'ai su, dans cet article, et ça m'a soulagé, j'ai su que ce n'était pas toi qui avais mal, mais que c'était le démon qui avait mal, au travers toi. Il se servait de ton corps pour montrer qu'il avait mal, comme une enveloppe charnelle. Comme une enveloppe charnelle, il se servait de ton corps pour montrer qu'il avait mal. C'est le démon qui avait mal, ce n'était pas toi. Pendant tout ce temps, j'avais cru que ce qui se passait, le refus d'exploitation à la lumière, le fait d'être inapte à être exposé au grand public, les symptômes nocturnes d'hyperactivité de la jambe, les convulsions nocturnes des jambes, les contorsions continuelles, les pertes d'orientation de lieu ou du temps, le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, la violence verbale et volontaire, les prédictions d'événements inconnus et à venir, les cauchemars, les visions récalcitrantes. Pendant tout ce temps, j'ai cru que c'était toi qui en souffrais. Mais c'est le démon qu'il y avait à l'intérieur de toi. Quand j'ai dû t'attacher au lit et j'ai dû appeler Scott, j'avais besoin de sa force. J'ai dû appeler Malia et j'ai dû appeler tous les autres. J'ai dû appeler Malia, j'ai dû appeler Scott, j'ai dû appeler tous les autres pour pouvoir t'attacher. Tu ne cessais de te débattre. Je t'ai retrouvé très longtemps attaché au lit. Un jour, tu t'étais défait du lit. Tu t'étais défait de tes sangles. Tu t'étais enlevé de tes chaînes. Tu t'étais défait de tes sangles. Tu t'étais enlevé de tes chaînes. Tu t'étais défait de tes chaînes. T'étais par terre. Et je pouvais voir qu'avec tes dents acérées, tes canines et tes crocs, tu rongeais le sol. Comme si t'avais fait du mal, tu rongeais le sol et en même temps tu parlais d'une langue inconnue que je ne pouvais comprendre. Cette fois-ci, ce n'était pas le latin inversé. J'en ai conclu que c'était de l'araméen lorsque j'ai essayé de traduire. Tu disais que le démon qui te possédait était dans le sol, sous nos pieds, qui nous observait, qui nous entendait et qui nous écoutait. Que les murmures que tu entendais la nuit, c'était lui. J'ai compris tout de suite pourquoi tu étais par terre, le torse vers le haut, que tu avais les têtes vers l'arrière, que tu étais contorsionné, que ta colonne vertébrale était anormalement pliée, et que tu criais à l'agonie, que tu criais à la lune.
J'ai compris pourquoi. J'ai essayé de t'approcher, mais tu avais excessivement refusé de me voir. Tu avais excessivement refusé de me voir, j'ai essayé de t'approcher, mais Scott m'a retenu, car au moment où j'ai essayé de t'approcher, tu as tendu tes griffes, tu as tendu ta main, et tu as essayé de me griffer, de m'arracher le visage. J'ai tout bonnement pleuré, je me suis mis dans un coin, près d'Alison, qui m'a consolé, qui m'a dit que ce n'était pas Théo, que ce n'était pas toi. Je t'ai donc attaché, et pendant un brief temps, le démon a pris possession de ton corps. Je n'ai pas su quoi dire. Je t'ai entendu me dire, Liam, approche-toi. Liam, approche-toi. Je me suis approché, mais je savais que c'était du bluff. Je savais que c'était du bluff, et je t'ai entendu, et je t'ai réentendu. Je t'ai entendu encore et encore. J'étais à côté d'Alison, qui avait son arc contre moi pour pouvoir me consoler. J'avais ma tête contre son épaule, et j'étais sûr que ce n'était pas toi. Mais je te voyais attaché au lit, le torse relevé, le buste relevé. Je te voyais, t'étais appuyé les mains vers l'arrière, et tu me disais en me regardant, la tête penchée, Liam, approche, approche-toi. Je savais que ce n'était pas toi, mais j'ai donc dit à Alison qu'il fallait que je vienne. Elle a relâché son arc, elle l'a déposé par terre et elle m'a dit vas-y. J'y ai été, et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas toi. Tu m'avais tout simplement dit embrasse-moi, comme le faisait ton enflure de mère. Au moment où t'as dit que tu détestais ma mère, au moment où t'as dit que tu détestais ma mère, je suis parti en courant, je suis revenu vers Alison. Je t'ai entendu rigoler, ce rire démoniaque que je n'oublierai jamais. Je t'ai entendu rire. Je t'ai entendu encore une fois répéter cette phrase 3 fois. T'avais l'air d'aimer ça. Ça avait l'air d'être jouissif. Tu me regardais. Tu pliais la tête de chaque côté. Je pouvais voir tes omoplates se contorsionner. Je pouvais voir ton dos plié vers l'arrière, ton buste vers l'avant, tes omoplates se contorsionner. Et j'entendais ta voix encore et encore résonner dans ma tête. Ce rire insatiable et démoniaque que je ne pouvais oublier. Et j'entendais ta voix dire « Embrasse-moi, embrasse-moi comme le faisait ton enflure de mère. » J'avais peur, j'avais très peur ce soir-là. Ensuite, tu m'as regardé. Et je me souviens que tu m'avais dit « Tu te souviens de la connasse qui t'a mis au monde ? Cette pauvre femme qui se droguait, qui se prostituait. Tu t'en souviens ? » Je savais que ce n'était pas toi qui parlais. Je savais bel et bien que ce n'était pas toi qui parlais. Mais j'entendais encore cette voix qui me disait « Tu te souviens de la connasse qui t'a mis au monde ? Hein, tu te souviens de cette pauvre femme ? Oh, la pauvre femme qui se droguait, qui se prostituait pour pouvoir te protéger. Tu te souviens de l'odeur de la pourriture qu'elle émanait. Tu t'en souviens ? Est-ce que tu t'en souviens ? » Je savais que c'était bel et bien quelqu'un d'autre qui parlait à... Je savais bel et bien que c'était quelqu'un d'autre qui parlait à ta place, mais je refusais de t'approcher. Cette pauvre femme qui se droguait et qui se prostituait. Tu te souviens de l'odeur de la pourriture qu'elle émanait. La drogue, le sang, la merde, la pourriture dans laquelle tu as grandi. Je pensais vraiment pouvoir te guérir. Je pensais vraiment pouvoir te sortir de là. Penses-tu vraiment que ta misérable histoire m'a touché ? Penses-tu vraiment que ta misérable histoire m'a touché ? Penses-tu vraiment que ta miséricorde et ta pitoyable histoire finiront par me toucher un jour ?
Je savais bel et bien que c'était pas toi qui parlais. Mais j'avais peur. J'étais apeuré, j'étais triste. J'étais triste de te voir parler comme ça. Et je me souviens encore de ce rire qui rigolait, ce rire impitoyable. Ce rire impitoyable et démoniaque qui rigolait. Et j'entendais ta voix me dire: penses-tu vraiment que ta miséricorde et ta pitoyable histoire me font un peu? Penses-tu vraiment que ta miséricorde et ta pitoyable histoire me font de l'effet? Quand je pense à ce que t'as fait avec moi, à ce qu'on a fait ensemble, penses-tu vraiment que ta misérable histoire et ta miséricorde me feront un jour de l'effet? Je savais que c'était pas toi. Tu te souviens? Oh, le pauvre petit Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Hein? Tu te souviens? Oh, le pauvre Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Tu sais quoi, t'aurais mieux fait d'y rester. Je savais bel et bien que ce n'était pas toi qui parlais. Mais quand j'entendais cette voix me dire: tu te souviens? Oh, le pauvre petit Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Dommage que tu n'y aies... Vraiment dommage que tu ne sois pas resté, tu sais. C'est vraiment dommage. Je savais que c'était pas toi qui parlais. Car je savais bel et bien à l'avance que c'était le démon qui avait une influence sur toi. Il avait une influence sur tes mots. C'était le démon qui parlait à ta place. Je le savais bel et bien. J'entends encore cette voix me dire que c'est dommage que je ne sois pas resté. Dommage que je n'ai pas laissé la vie. J'entends encore cette voix me dire ça. Je t'entends encore me dire: ah, le pauvre petit Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature en milieu hostile. Dommage que tu n'y aies pas laissé la vie. Je t'entendais encore me dire ça, accroché à ce lit, sanglé. Je me souviens que Scott avait préféré te sangler avec des chaînes en fer et en acier forgé, qu'avec de simples sangles que Mélissa nous avait apportées de l'hôpital. Je me souviens encore de ces voix qui résonnaient dans la tête. Comme tes parents, tu sais, sous terre, rongés jusqu'à la moelle par les vers. Tu te souviens de leur visage sans vie? Imagine ce que je pourrais faire à Théo si je m'acharnais sur lui. Je me souviens encore de cette phrase qui résonnait dans la... Je me souviens encore de cette phrase qui résonnait dans ma tête. Ce rire et ce sourire que tu avais aux lèvres quand tu l'as dit. Ce rire et ce sourire que tu avais aux lèvres quand tu l'as dit. Tu rigolais, tu riais, tu t'acharnais sur Théo comme si c'était un démon, une poupée que tu pouvais manipuler avec des ficelles. Tu t'acharnais sur Théo, sur ta propre personne. Tu t'acharnais sur lui. Je me souviens de cette phrase, tu rigolais. Ça avait l'air d'être jouissif pour toi, tu avais le sourire aux lèvres. Je me souviens, tu m'avais dit: imagine un peu ce que je peux faire à Théo. Sans même, sans même avoir l'opportunité de pouvoir te sauver. Je me souviens que totalement imbu de, j'étais totalement imbu de conscience. Je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire. Mais je me souviens que tu t'acharnais sur moi, comme une poupée accrochée à des ficelles. Tu me manipulais, simplement par les mots. Tu me disais: imagine un peu tout ce que je peux faire à Théo. Alors que t'es même pas intervenu pour pouvoir me sauver. T'es même pas intervenu pour pouvoir me sauver quand j'étais en train de gratter contre ces murs. Imagine un peu tout ce que je peux faire à Théo. Si je le fais, t'imagines un peu qu'il va crever sous tes yeux, dans tes mains. Pour faire l'exorciste. Avec Scott, avec Styles, avec moi et avec toi. Avec Malia, avec Derek, avec Peter, avec tous les autres, avec Corey et avec Mason. On a tous fugué un soir, on a fait le mur, et on a été incarcérés dans une chambre. Et
On a été incarcérés dans une chambre lorsqu'on avait tous fugué. On s'était donné rendez-vous. Notre point de rendez-vous, c'était la grille devant Ekenhouse. La grille devant Ekenhouse, c'était notre point de rendez-vous. Ce soir-là, on avait tous fugué. Pour Derek et pour Peter, ce n'était pas vraiment fugué vu qu'ils vivaient seuls. Mais pour moi, qui vivais avec toi, c'était compliqué, car c'était moi qui avais la responsabilité de t'emmener jusque-là. J'ai donc dû te sangler les mains, les poignets, les chevilles. Je t'ai renfermé dans le coffre de ma propre voiture. T'imagines pas à quel point ça m'a fait mal. On s'est donné rendez-vous. On a fixé un point de rendez-vous qui était la grille de Ekenhouse, l'hôpital psychiatrique de Beacon Hills, là où on s'est donné rendez-vous. On s'est tous retrouvés à minuit. On s'est tous retrouvés à minuit devant la grille de Ekenhouse. On s'était fixé rendez-vous là. J'ai attendu. J'étais le premier. J'étais le premier à être arrivé, car évidemment, j'avais pas à fuguer. Je n'avais pas à fuguer comme les autres, car chez toi, c'était chez moi. Donc la seule chose que j'avais à faire, c'est te maintenir à terre, te contrôler, te manipuler, et ensuite, après t'avoir manipulé, après t'avoir contrôlé, tout ce qu'il me fallait, c'était une corde pour pouvoir t'attacher les chevilles, pour pouvoir t'attacher les poignets. Après ça, j'ai solidement resserré les nœuds. J'ai solidement resserré les nœuds aux chevilles et aux poignets. Et puis après ça, je me suis dit que ce n'était pas suffisant pour un démon. Je savais que ce n'était plus toi, mais j'avais confiance en toi, car je savais que tu avais toujours une part de toi-même qui savait que tu étais en vie. Alors je me suis dit que pour un démon, ce n'était pas suffisant. J'avais plus confiance en toi qu'en le démon. Alors je me suis dit que comme je n'avais pas confiance au démon, je me suis dit qu'il était plus solide de rajouter les menottes. Je suis donc passé au commissariat. Et j'ai demandé au shérif, le père de Styles, je lui ai demandé s'il avait des menottes de cheville et des menottes de poignet à pouvoir me prêter. Il m'a donc demandé la raison et le motif du pourquoi je devais emprunter ça. Je lui ai donc expliqué mon motif et ma raison. Je lui ai dit que ma raison c'était toi, que le motif c'était que tu étais possédé, et que si je ne le faisais pas assez tôt, tu risquais de te libérer avec la simple corde que j'ai resserrée autour de tes poignets. Je les ai serrés tellement fort, j'avais tellement peur, j'étais tellement angoissé, que je les ai serrés tellement fort au point que si tu essayais de te démener, tu risquais tout de suite de te lacérer les poignets. Tu risquais tout de suite de te lacérer les poignets au point que je les serrais tellement fort d'angoisse et de peur. Alors je me suis dit que je vais laisser les nœuds aux chevilles et aux poignets. Et ce que je vais faire, c'est que par-dessus, je vais mettre des menottes aux poignets qui seront attachées et reliées aux menottes à tes chevilles. Des menottes de cheville et des chaînes de poignets. Des chaînes de poignets et des chaînes de cheville. Je t'ai même mis des chaînes partout sur le corps, aux chevilles, aux poignets. Des chaînes qui se reliaient entre elles, qui t'accrochaient même le buste, de peur que tu ne t'en prennes à ton propre corps. Je t'ai donc mis un corset en fer, en acier trempé. J'avais trouvé un corset en acier trempé que je t'ai mis sur le buste, que je t'ai accroché sur le buste. Les chaînes étaient toutes reliées à ce corset. Les chaînes étaient toutes reliées à ce corset, qui avait lui-même la capacité de relier les chaînes à tes côtes qui reliaient les chaînes de tes poignets, qui reliaient les chaînes de tes chevilles, étaient toutes reliées ensemble à ce corset qui maintenait ton buste pour pouvoir éviter que tu ne t'automutiles. Pour pouvoir éviter que tu ne t'automutiles ou que tu ne te fasses mal, je t'ai donc mis ce corset autour du torse. Au cours de ces 3 dernières semaines, je t'ai enfermé dans ma cave. Je ne t'ai pas laissé sortir, je t'ai laissé seul.
Parfois tu essayais de me duper, tu pleurais, tu faisais semblant de pleurer, tu faisais semblant d'être seul, mais j'avais conscience que c'était du bluff. Je ne te laissais pas sortir, mais tu essayais pertinemment de me duper. Tu essayais pertinemment de me duper. Tu pleurais, tu faisais semblant d'être seul, tu criais à l'aide. Tu essayais pertinemment de crier au secours par l'extérieur, par la petite fenêtre qu'il y avait. Cette petite fenêtre grillée qu'il y avait au-dessus. Il y avait des grilles par-delà la petite fenêtre. C'était une fenêtre grillée. Elle était jonchée de grilles, et par-delà cette fenêtre, tu t'y attachais. Tu étais accroché au mur par-delà tes griffes que tu avais aux jambes, qui t'attachaient au mur. Tu t'étais attaché au mur, tu t'étais accroché dans les parois des briques. Tes griffes étaient incarcérées à l'intérieur. Tes griffes étaient incarcérées et marquaient ton territoire. Tes griffes marquaient ton territoire en laissant des traces sur les murs. Tes griffes étaient incarcérées et incrustées dans la tôle, dans le fer, dans les briques des murs, dans les jointures, dans les murs, dans les briques. Tes griffes y étaient insérées. Tu t'étais incarcéré à l'intérieur. Tu étais prisonnier de ma cave. Cette petite grille qu'il y avait par-dessus une vitre, tu y criais abondamment du fait qu'on devait te sauver. Tu essayais même parfois de pleurer pour me duper, pour que je te libère. Mais cela ne fonctionnait pas avec moi. Car je savais que tu faisais semblant. Enfin, je savais que tu ne faisais pas semblant, mais que le démon faisait semblant. Je savais que la chose qui te possédait faisait semblant. Semblant d'essayer. Un jour, j'ai failli céder. J'ai essayé de te libérer. Je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu me remercier. Et j'ai vu que tes yeux sont devenus noirs. Au moment où j'ai vu que tes yeux sont devenus noirs, j'ai eu le réflexe inverse. Au moment où j'ai vu que tes yeux sont devenus noirs, que tu incarcérais tes griffes à l'arrière dans le mur, que tu les incrustais dans les briques, que tu marquais des mots, des traces, et que tu laissais des empreintes de griffes derrière toi, j'ai eu le réflexe inverse. Je t'ai réaccroché beaucoup plus solidement, au point que si tu essayais de te débattre, tu te tuais tout de suite en t'ouvrant les poignets. Je t'ai donc mis dans la voiture. Mon motif était assez sérieux. Mon motif était assez sérieux pour pouvoir avoir la confiance du shérif, pour pouvoir récupérer les chaînes. Les chaînes dorsales et les chaînes de poignet, les chaînes de tibia. Les chaînes dorsales, les chaînes de tibia, les chaînes de poignet qui étaient reliées à un corset en métal et en acier trempé. Ce corset en métal et en acier trempé qui était relié à tes côtes, qui reliait les chaînes dorsales, les chaînes de poignet, les chaînes de cheville, l'une entre elles, qui reliait tout ça l'une entre elles. C'était comme un exosquelette que tu avais par-dessus toi-même pour pouvoir te protéger, pour pouvoir t'empêcher de t'automutiler. Eh bien, mon alibi et tout ce que j'avais autour de moi, mon alibi, ce que je pouvais expliquer au shérif pour pouvoir dire que j'avais besoin de ces chaînes, était assez solide. Mon motif, mon alibi, ma manière d'expliquer les choses était assez solide pour pouvoir gagner sa confiance. Il m'a donc dit de laisser ma voiture au commissariat et qu'ils allaient prendre une voiture de patrouille, une voiture de police, pour pouvoir t'emmener. On t'a mis à l'arrière durant tout le trajet, tu n'as pas arrêté de rugir, d'hurler à la lune, d'essayer de te libérer. Tu nous as fait du bluff pendant une demi-heure. Pendant une demi-heure, tu nous as fait du bluff. Tu as essayé de nous duper en pleurant, en hurlant, en essayant de te libérer. J'ai su que le démon faisait semblant de parler comme tu parlais actuellement. Comme tu me parles actuellement, j'ai su que le démon faisait semblant. Il parlait avec la vraie voix de Théo, la vraie voix de Théo Ricken. Il parlait avec la vraie voix de Théo, et il me disait « Libère-moi, allez, libère-moi s'il te plaît. Tu sais très bien que c'est pas moi, tu sais très bien que je te ferai jamais ça. » Mais j'ai su que c'était du bluff. Dès la première minute où le démon a essayé de parler avec ta voix, j'ai su que c'était du bluff, car bien avant cela, il parlait avec une voix modifiée. Le sixième symptôme qu'on peut repérer chez un possédé est que c'est une voix modifiée qui parle à la place de la sienne.
Le 6e symptôme qui puisse exister pour pouvoir repérer quelqu'un qui est possédé, c'est que cette personne parle avec une voix modifiée et différente de la sienne. Le démon avait parlé avec une voix modifiée et différente de la tienne, bien avant que tu ne parles avec la même que la tienne, celle de Theorican. Alors j'ai su que c'était du bluff, que tu essayais de nous manipuler, telles des petites poupées qui étaient manipulables par des ficelles. J'ai su que tu essayais de nous manipuler de la même manière, telle une poupée qui était manipulable par-delà des ficelles. J'ai su que tu essayais de nous manipuler, que tu essayais de nous duper, en parlant avec la vraie voix de Theorican. Seulement tu avais parlé avec la voix du démon bien avant cela, alors j'ai su. Je t'ai laissé à l'arrière, je ne t'ai pas libéré, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé à la tentation. Car pendant un instant, tu n'as pas arrêté de me dire « Allez, vas-y, c'est moi. Tu sais que c'est moi, c'est Theorican. Cède, libère-moi. » Mais à l'instant où tu as dit « Cède, libère-moi », j'ai su que c'était le démon qui parlait et que ce n'était pas toi. Pour ton bien, je t'ai laissé à l'arrière. Je t'ai laissé à l'arrière et pour ton bien, on a fait rentrer la voiture dans Ekenhouse. On t'a mis sur une chaise. On t'a attaché solidement, autant avec les chaînes qu'avec les sangles. Autant avec les chaînes qu'avec les sangles. Tu n'as pas arrêté d'avancer vers moi. Dans les couloirs de Ekenhouse, tu n'as pas arrêté d'avancer vers nous. Vers Styles, vers Scott, vers Allison, vers Malia, tu n'as pas arrêté d'avancer vers nous. Tu avançais surtout vers Derek. Je ne sais pas si c'était lui que tu voulais, ou si c'était tout simplement parce que tu te sentais menacé. Je ne sais pas si tu te sentais plus menacé par Derek que par nous, mais tu n'arrêtais pas d'avancer vers Derek. On a dû le protéger maintes et maintes fois, à plusieurs reprises, pour pouvoir éviter que tu ne le tues. Tu t'es avancé à plusieurs reprises, maintes et maintes fois vers Derek, lui disant qu'il avait l'intention de te tuer, qu'il était ton harceleur depuis tellement longtemps. Tu disais des choses comme « il m'a harcelé toute ma vie, il a essayé de me tuer, il m'a vu, il me comprend, Tu disais des choses insensées comme des choses qu'il te comprenait, qu'il savait ce que tu disais, qu'il avait été ton harceleur, ton tueur en série, la personne qui t'a poursuivi, qui t'a persécuté. Tu t'avançais vers lui, à un moment tu as même sorti tes griffes et tu t'es avancé vers lui. Tu as commencé à courir dans les couloirs, tu as sorti tes griffes, tu as hurlé à la lune. Tu as hurlé à la lune, tu as sorti tes griffes, tu as griffé les parois, les murs, les rambardes. Les rambardes des escaliers, tu as couru dedans, tu as détruit les marches. Avec tes griffes, tu as sorti ton bras. Tu as sorti tes griffes. Tu as longé ton bras le long des murs, et le long des murs, tu laissais une trace avec tes griffes, qui était sortie depuis bel et bien longtemps. Tu nous menaçais de pouvoir nous détruire le visage, rien qu'avec un coup de griffe. On avait peur, on était terrifiés, on était angoissés, on était apeurés, mais on savait qu'on pouvait te battre. On savait qu'on pouvait te battre, qu'on pouvait te vaincre, car un démon est toujours vaincu. Un démon n'est jamais invaincu, il est toujours vaincu par l'homme, par la personne qui la possède. La personne qu'il possède va toujours vaincre le démon n'est jamais invaincu, c'est la personne qui la possède qui peut vaincre le démon, qui a le seul contrôle sur lui-même. Car cette personne qui la possède a le seul contrôle sur le démon pense avoir le contrôle, mais vu qu'il a mal, qu'il a peur, qu'il est angoissé, tout comme nous, il n'a plus le contrôle après un certain laps de temps. Après un certain laps de temps, on a compris que tu n'avais plus le contrôle, que tu étais perdu. Tu revenais souvent à toi, tu savais plus ce que tu faisais, tu rangeais tes griffes, et puis le démon reprenait le dessus. Tu reprenais tes griffes, tu les ressortais. Tu longeais les murs, tu laissais des traces. On pouvait voir que tes griffes laissaient derrière des traces énormes qui avaient été faites, qui avaient été lacérées dans les murs. Des traces qui avaient été lacérées dans les murs, qui avaient été faites, qui longeaient les parois des murs. Les parois. Lorsque tes griffes arrivaient sur les parois des murs, ça laissait des traces qui étaient incrustées dans la tôle. Lorsque tes griffes arrivaient sur la tôle d'une porte, on pouvait voir que tes griffes faisaient des étincelles. C'était plus que terrifiant, tu avançais avec un regard neutre, avec un regard livide, tu avais un regard dans le vide, tu ne savais plus qui tu étais, tu ne savais plus qui tu étais,
Tu ne savais plus ce que tu faisais, tu ne savais plus où et quand, ni même quel jour on était. Tu ne savais plus où et quand, ni même quel jour on était. On a dû t'accrocher au lit. Une fois qu'on t'a accroché au lit, à un lit qu'il y avait dans Hickenhouse, on t'a accroché, on t'a sanglé au lit. Mais pertinemment, tu essayais de te débattre. Mais bien avant cela, quand on était dans le couloir, tu t'avançais vers nous, tu sortais tes griffes. Tu griffais les murs et on pouvait voir que tu encastrais tes griffes à l'intérieur des briques. À l'intérieur des briques et à l'intérieur du plâtre qu'il y avait par-dessus, tu encastrais tes griffes à l'intérieur, tu laissais des marques qui faisaient des étincelles lorsque tu passais par-delà les portes. Par-delà les portes, on t'a enfermé dans une chambre, on a attendu que tu griffes une porte. Lorsque tu étais près d'une porte et que tu l'as griffée, on a ouvert la porte, on t'a poussé à l'intérieur, on a refermé la porte derrière, on t'a mis sur le lit, on t'a sanglé très fort pour que tu ne puisses plus en sortir, que tu ne puisses plus te libérer. Tu ne savais plus te libérer et t'étais debout. T'étais sur le lit, t'avais le buste levé, t'avais les bras vers l'arrière. Tu nous regardais dans le silence, tu nous regardais en silence. Tu étais attaché, tu n'essayais plus de te débattre, tu savais que tu étais vaincu. Mais pendant tout un temps, t'as commencé à me regarder, à nous regarder. Et tu as dit, encore une fois, la même chose, à croire que ce démon était répétitif. À croire que ce démon était répétitif rien que pour nous blesser et nous faire mal. Tu as commencé à dire beaucoup de choses. Tu as parlé en latin. Tu as parlé en latin inversé. Tu m'as regardé. Et tu m'as dit beaucoup de choses. Comme certaines choses blessantes. Tu as dit d'innombrables choses que le démon pourrait faire à Théo, que tu pourrais te faire à toi-même, et que si je n'étais pas là, tu le ferais vraiment. Mais comme j'étais là, tu ne l'avais pas fait. Mais Comme je n'étais pas là, tu ne l'avais pas fait. Mais tu ne cessais de dire abondamment en criant à la lune. Tu étais enfermé dans l'étage du dessous. Tu étais enfermé dans l'étage du dessous, à la cave. On ne pouvait entendre ton écho. L'écho de ta voix, on pouvait l'entendre. Mais tu cessais abondamment d'hurler à la lune, avec ton cri de loup-garou qui résonnait à travers tes cordes vocales, dans ta gorge. On pouvait t'entendre hurler ton cri de loup-garou. Tu ne cessais de dire des choses que tu pouvais faire à Théo, et que si je n'étais pas là, tu les ferais, et que Théo serait déjà mort depuis longtemps, dans un bain de sang, une orgie que tu aurais créée, une orgie de sang et un bain de sang que tu aurais créé depuis longtemps, des choses que tu aurais faites à Théo pour pouvoir le torturer et le manipuler, que tu avais une seule intention envers Théo, c'était le tuer à petit feu, mais je savais que c'était le démon qui parlait. Tu ne te ferais jamais ça, tu n'es pas le genre de personne, tu es peut-être caractériel, mais tu n'es pas le genre de personne à vouloir te faire du mal. Je le savais, bel et bien, que ce n'était pas toi. Pendant un certain temps, tu es resté assis, le buste vers l'avant, tu m'as regardé, dans un silence. Et je t'ai entendu. Tu m'as regardé, t'as penché la tête. Et la seule chose que t'as fait, c'est... Libérer le diable, sanctionner les règles, libérer le mal, ouvrez vos bras au mal, libérer le diable. T'avais commencé à chanter cette chanson que tu avais inventée. Tu l'avais appelée Libérer le diable. Tu me regardais fixement dans les yeux, avec tes yeux noirs, et tu me disais que je devais ouvrir mes bras au mal, me libérer et m'offrir à toi. Seulement je savais que c'était le démon qui me parlait. J'ai compris que l'exorcisme commençait seulement quand le démon a commencé à me parler. Liam, Liam, j'ai une question à te poser. On ne guérit pas le mal par le mal.
n'est-ce pas? C'est comme éteindre le feu par le feu. Et savais-tu que le mal que tu fais aux autres aujourd'hui te rattrapera demain? Savais-tu que le mal qui nous fait mal n'est pas le mal qui nous arrive, mais le mal qu'on fait aux autres? Tu sais, Liam, tu sais pourquoi on ne guérit pas le mal par le mal? Parce que la mort est un terminus. On croit que la vie est sans fin, qu'on peut tout faire. Mais le mal, lui, il est sans fin. Et la mort, elle est le terminus. Alors penses-tu que tu réussiras à sauver Théo si la mort est un terminus et que la fin pourrait peut-être le sauver? As-tu déjà envisagé de le considérer comme mort pour pouvoir le sauver? J'ai compris que tu n'étais plus toi-même. J'ai compris que c'est le diable qui parlait par ta bouche. Au moment où tu m'as dit Liam, 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 approche-toi, approche-toi, Liam, approche-toi, Liam, approche, Liam, viens dire bonjour à Théo avant qu'il ne soit trop tard. Je savais que c'était le démon, car tu parlais à la première personne. Embrasse-moi, comme le faisait ton enflure de mère. Tu te souviens de la connasse qui t'a mise au monde? Tu te souviens de la connasse qui t'a mise au monde? Hein? Cette pauvre femme qui se droguait et qui se prostituait. Tu te souviens de l'odeur de la pourriture qu'elle émanait? Quand on y pense, cette odeur de pourriture qu'elle émanait, la drogue, le sang, la merde, la pourriture dans laquelle tu as grandi. C'est horrible, non? Une vie pareille. C'est horrible, mais pas plus horrible que ce que je vais faire à ton copain. Tu vois en fait, Liam, la drogue, le sang, la merde, la pourriture dans laquelle tu as grandi. L'humanité, ça se résume à ça. Mais imagine un peu le monde démoniaque. À quoi il se résume, lui, le monde démoniaque? Crois-tu que ton misérable Dieu va sauver ton copain? Crois-tu que ton misérable Dieu va sauver ton copain? Est-ce qu'il laisserait arriver toutes ces choses que tu as faites? Tu te souviens des choses que tu as faites?
Tu te souviens? Oh, le pauvre petit Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Dommage que tu n'y aies pas laissé la vie. Quand on y pense, la plupart des personnes qui grandissent en milieu hostile, elles y laissent la vie, n'est-ce pas? Comme tes parents, tu serais sous terre, rongé jusqu'à la moelle par les vers. Tu te souviens de leur visage sans vie? Tu t'en souviens. Tu te souviens de leur visage sans vie. Imagine ce que je pourrais faire à Théo si je m'acharnais sur lui. Oh, le pauvre Liam, c'est dans des instants comme ceux-ci que tu ressembles le plus à ta mère. Cette pauvre femme qui a cru que la vie valait d'être vécue. Ton ordure de mère qui s'est tuée seule. Tu crois vraiment que des personnes comme ça ont une vie qui valent... Tu crois vraiment que des personnes comme ça ont une vie qui valent le coup d'être vécue? Liam, te souviens-tu de leur visage sans vie? Tes parents n'avaient aucune chance d'avoir une vie. Tes parents n'avaient aucune chance d'avoir une vie normale, qui valait le coup d'être vécue. Seulement toi tu t'y es accroché à la vie, comme tu t'accroches à Théo. Mais imagine ce que je lui ferais. Tu te souviens de leur visage sans vie? Imagine celui de Théo à la place de celui de tes parents. Imagine ce que je pourrais faire à Théo si je m'acharnais sur lui. Oh, le pauvre Liam. C'est dans des instants comme ceux-ci que tu ressembles à ta mère. Cette pauvre femme qui a cru que la vie valait l'être vécue. Ton ordure de mère qui s'est tuée toute seule. Tu t'en souviens, hein, Liam? T'avais que 6 ans à cet âge-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, hein, Liam? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Tu t'en souviens? Tu te souviens, Liam, de ce qui s'est passé cette nuit-là? Quand tu t'es réveillé à 3 heures du matin, que t'as vu ta mère affalée dans une flaque de vomi, en face du sang qu'il y avait face à ta chambre, avec une aiguille dans le bras. Tu te souviens? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Oh, je me rappelle, le pauvre Liam, privé de sortie, a décrété qu'il fallait que sa mère aille en enfer. Eh bien, rassure-toi, Liam, elle y est depuis longtemps, et elle y restera. Oh, je me rappelle de ce jour-là. Qu'est-ce que c'était jouissif le jour où je t'ai vu face à cette flaque de vomi, en face du sang, de la merde et de la pourriture dans laquelle ta mère était étalée. Je me souviendrai toujours de l'orgie de sang que ta pauvre mère t'a laissé comme dernier souvenir. Cette salope, elle n'a eu que ce qu'elle méritait, n'est-ce pas? C'est pas toi qui voulais qu'elle aille en enfer? Hein? Car tu souhaitais bien qu'elle meure? C'est pas ça, Liam? Tu souhaitais bien qu'elle meure? Mon pauvre, tu ne sais plus parler, tout comme ta mère aujourd'hui. Imagine un peu, et par pitié, arrête de mentir et de croire
qu'elle est réellement la mère que tu penses qu'elle a été. Par pitié, arrête de mentir. Si tu penses un instant, si tu retires pas cette croix de mon visage, je te promets que je te la fais bouffer et pas. Liam, soyons lucides. Si tu retires pas cette croix de mon visage, je te la fais bouffer. Alors maintenant, soyons lucides. Arrête. Tu sais très bien que c'est moi qui vais gagner. Tu sais très bien que Théo est perdu à cette heure-ci. Tu sais très bien que c'est pas cette saloperie de curé qui va essayer de faire en sorte que le démon parte. Vous croyez pouvoir m'arrêter, mais Dieu, je lui ai bouffé le cœur. Je lui ai lacéré les boyaux. Dieu est mort. Tu crois sincèrement que ton Dieu qui est immortel, pourrait peut-être me sauver? Dieu est mort. Mon Père, Marie, notre sainte maîtresse à tout. Tu crois sincèrement que Marie, notre sainte maîtresse à tous, eh bien évidemment qu'elle ne pourra plus prier. Elle ne pourra plus prier pour vous si elle n'a plus ses mains. Pauvre pécheur, dans mes âmes sans cœur et sans pitié, vous croyez sincèrement qu'un démon comme moi, les pauvres pécheurs, sans âme et sans pitié, la pauvre Marie qui aujourd'hui n'a plus ses mains, elle ne pourra plus prier pour vous. Dieu est mort. Laisse tomber, abandonne Théo, c'est tout. Abandonne-le, notre sainte maîtresse à tous qui ne pourra plus prier pour vous, mes pauvres pécheurs, des âmes sans cœur et sans pitié. Que in demonios dain demonium enos del infidias resigdan retis et resistantis ianate kenateas desporis veritomos. Vivertom en desospori en cateas en vitecane en vietacane del invidia en resantis que deas demonios enos en del envidias en resansatis en indias tane en catane en desporis en vivertum en demonios en mortis en resaxe en dili en daes en quididis en etaxe en demonium infernum en deo en morumenis. Mon Père, arrête de parler, vous faites mal à Théo. Arrêtez de parler, mon Père, vous faites mal à Théo. Mais oui, mon Père, il n'y a rien de plus hideux que votre satané charabia sur l'enfer, le paradis. Dis, mon Père, on est Dieu maintenant. On est Dieu là maintenant. Alors ça veut dire que je vais devoir vous tuer vous aussi. Mon Père, si vous vous prenez pour Dieu, ça veut dire que Théo va devoir vous tuer. Mais où est mon Père? Il n'y a rien de plus hideux que votre satané charabia sur l'enfer et le paradis. Dites mon Père, vous pensez vraiment que Théo va finir au paradis ou en enfer? Il est déjà au fond de votre coupe pleine de vin,
ou vous l'avez bouffé? Vous l'avez bouffé, hein, Dieu, pendant la messe de minuit. Votre coupe pleine de vin, elle n'est pas censée représenter du sang. Vous l'avez bouffé en même temps que les hosties. Oh, en accessoire, 10 griffes acérées. Mon père, vous vous souvenez de l'entrée du serpent au paradis? Si je faisais comme lui, et que je vous réduirais à votre propre. Mon père, vous vous souvenez de l'entrée du serpent au paradis? Si je faisais comme lui, que je réduirais votre eau bénite à l'état des cendres, comme vous bientôt. Toutes mes excuses, la formule de politesse pour entrer au paradis. Amène-moi ta gorge. Vous savez, mon père, les démons ont toujours eu une passion pour Adam et Ève, parce qu'ils ont été les 2 premiers humains à blasphémer la terre. Ils ont été les 2 premiers humains à blasphémer la terre. Liam, viens, tire-moi dessus, tire-moi dessus. Non, tu veux pas? Trouillard. Ta mère ne t'aime pas, tu le sais ça? Ta mère ne t'aime pas. Oh, et puis la ferme. Tu crois sincèrement que ta mère a des regrets? Ta mère, je l'ai vue en enfer. Elle m'a parlé de toi. Elle m'a dit une chose. Imagine la mort. Tu crois pas que là où elle regrette le choix de l'avortement? C'est ce qu'elle m'a dit. En enfer, elle m'a dit qu'elle regrettait l'avortement le jour où t'es né. Il n'est pas vrai qu'on a toujours le choix, Liam. C'est bien ce que disait Théo. Salopard. Salopard de Théo. Moi, Théo, si j'étais toi, je te demanderais peut-être où il est passé. Ou alors peut-être que je te le rendrai un jour. Ou pas. Tu me demanderais pas la chose que font toutes mes victimes. Me demander de leur rendre la personne qui leur appartient. Tu veux pas que je te le rende, Théo? Sur le moment, je savais que j'avais envie que tu reviennes. Je savais que j'avais envie que tu reviennes. Mais le démon était rusé. Si je lui disais oui, ce que j'ai fait, je savais qu'il allait conclure un marché. Exactement ce qu'il a fait. Ok, tu veux que je te rende la personne qui t'appartient? Théo, on va te rendre à Liam. Mais j'ai une question pour toi, Liam. Tu le veux mort ou vif? Parce que je te propose un marché. Parce que tu sais qu'on a toujours le choix. Je te prends toi. Et je rends Théo aux 2 fous agrippés à leur crucifix. Le Tout-Puissant n'a pas encore eu raison de Théo, donc je peux te le rendre vif. Mais si je le rendrais d'abord aux 2 fous agrippés à leur crucifix,
Mais j'ai encore mieux. Je vous prends tous les deux et personne ne gagne. Sur l'instant, j'avais compris que le démon était en train de gagner du temps. J'ai donc appelé Deaton, qui a débarqué tout de suite. J'ai su que le démon était le démon du sommeil, car dans la Bible, j'avais vu Somnius, le démon du sommeil. À ce moment-là, je me suis souvenu de ce que Théo m'avait dit, quand il était encore lucide, que le démon était entré par un orifice de sa tête. Le démon était rentré par un orifice de sa tête. C'est alors que j'ai compris que Deaton m'avait expliqué que si le démon était rentré par la tête de Théo, tout ce qu'il fallait faire, c'était lui scalper l'endroit par lequel il est rentré. Le démon sortira et Théo serait de nouveau qui il était avant. J'ai essayé de chercher dans les messages, j'ai essayé de chercher dans les endroits par lesquels, j'ai essayé de chercher dans les endroits, dans les lieux, dans les livres, et je suis enfin tombé sur un message dans lequel tu étais paniqué. Tu me disais que tu te sentais autre chose et que le démon était rentré par tes yeux. On a scarifié un de tes yeux, tu es resté aveugle pendant tellement longtemps, mais le démon est sorti. Et cette voix qui a fini par me hanter a disparu elle aussi. Avec le temps, j'ai su que tu étais revenu, car cette voix est partie et tous les souvenirs que j'avais de l'exorcisme ont disparu.